Imagine que tu as 15 ans et que tu en as assez de jouer à des jeux vidéo. À la place, pour passer le temps, tu décides d'accorder un peu d'attention à tes vieux hobbies. Retrouver des cités mayas perdues. Tu as entendu dire que certaines civilisations anciennes auraient construit des villes entières en se basant sur les constellations. Alors, tu décides de vérifier si cela est vrai pour les Mayas. Tu trouves un livre contenant toutes les constellations que la civilisation maya croyait exister. Tu ouvres Google Maps et tu cartographies toutes les anciennes villes mayas découvertes à ce jour. Tu commences à voir que ces informations correspondent réellement. Les plus grandes villes mayas anciennes correspondent aux étoiles les plus grandes et les plus brillantes des constellations mayas. Ok, ça devient intéressant. Tu as réussi à cartographier plus de 100 villes anciennes quand tu remarques soudain quelque chose d'étrange. Il y a une zone dans la péninsule du Yucatan au Mexique où les archéologues ont mis à jour 2 cités mayas. Mais sur la carte des constellations, il y a 3 étoiles. Cela pourrait-il signifier qu'il y a une ville perdue depuis longtemps qui attend d'être découverte? Tu pourrais trouver ça très naïf. Mais l'histoire est vraie. Elle est arrivée à un adolescent canadien nommé William Gadouri. Ce garçon est connu comme un génie des sciences et a même remporté un prix pour la théorie des constellations que nous venons de présenter. Lorsqu'il a remarqué qu'il manquait une 3e ville dans la 23e constellation qu'il examinait, il a commencé à parcourir Internet, à la recherche de photos satellites qui pourraient l'aider à résoudre ce mystère. Il a examiné des images de la NASA, de la JAXA, une société de satellites basée au Japon, et de Google Earth. Ces images étaient encore insuffisantes pour répondre à ces questions. Alors il a contacté un ami au sein de l'agence spatiale canadienne. Son ami lui a fourni des images satellites à la pointe de la technologie qui lui ont donné la réponse qu'il cherchait. D'après les images, il y a une grande zone carrée, juste à la frontière du Mexique et du Belize, qui ressemble au reste d'une cité. William a montré les images à un expert en télédétection, le docteur Armand Larocque, de l'Université du Nouveau-Brunswick. Ils ont étudié les images en profondeur et ont conclu que la zone pourrait abriter 30 bâtiments et même une grande pyramide. La communauté scientifique et archéologique a été exaltée par la trouvaille de cet adolescent de 15 ans. Cela pourrait-il être vrai? D'abord, un peu de remise en contexte. Les villes mayas perdues ont commencé à être redécouvertes au milieu du XXe siècle. Depuis, on a trouvé des ruines de villes comme Tikal, Palenque et Uxmal. Les Mayas étaient l'une des grandes civilisations précolombiennes vivant sur le continent américain. Ils ont commencé à s'installer dans la région dès 1500 avant Jésus-Christ. Les experts pensent qu'à son apogée, la civilisation maya comptait plus de 40 villes, avec une population de plusieurs millions de personnes. Ce qui était énorme à l'époque, et leurs villes étaient plutôt intéressantes. Leur civilisation s'étendait sur la péninsule du Yucatan au Mexique, au Guatemala et au Belize. Ils survivaient principalement grâce à l'agriculture, ayant développé un système d'irrigation complexe dans la plupart de leurs villes. Ils ont construit une série de bâtiments cérémoniels, de pyramides, des places et même des terrains pour les jeux de balle. Les Mayas étaient de fervents bâtisseurs de pyramides, mais ils ont aussi développé un système astronomique avancé. Avec la technologie ancienne dont ils disposaient, ils ont pu prédire l'emplacement exact de planètes comme Vénus et Mars. Et ils ont pu prévoir les dates exactes des éclipses. C'est pourquoi la méthodologie utilisée par William pour découvrir cette ville maya perdue depuis longtemps était inhabituelle, mais pas complètement aberrante. Les Mayas étant des astronomes compétents, il ne serait pas trop étrange qu'ils aient construit leur grande prouesse architecturale en fonction du ciel, n'est-ce pas? Et ils ne seraient pas les premiers à l'avoir fait. Une célèbre frange de l'égyptologie se consacre à étudier comment les pyramides de Gizeh ont été construites en parfait alignement avec la constellation d'Orion. Cela signifie que chaque pyramide a été construite à dessein pour s'aligner avec l'une des étoiles majeures de la ceinture d'Orion. William affirme qu'il a eu l'idée de regarder les constellations mayas parce qu'il ne comprenait pas pourquoi les Mayas avaient construit leurs villes là où ils les avaient construites. La plupart des grandes villes, comme Chichén Itzá et Uxmal, ne sont pas proches de rivières ou de plans d'eau importants. Au lieu de cela, elles sont construites sur des terres pauvres et au sommet de montagnes, ce qui a déconcerté le jeune homme de 15 ans. Il a ensuite pensé que cela pouvait avoir un rapport avec l'astronomie. William a nommé la nouvelle ville qu'il a découverte Bouche de Feu, et il a même gagné un prix du mérite pour son travail acharné. Cependant, sa théorie a été très contestée au sein de la communauté archéologique.
et de nombreux experts mayas ont travaillé à démentir les découvertes de William. Certains archéologues affirment que les théories des constellations sont trop peu scientifiques. Anthony Aveni, un anthropologue et astronome renommé, a qualifié la méthodologie de William d'acte d'imagination créative. Il a expliqué qu'il n'y a aucun moyen d'être sûr de ce qu'étaient réellement les constellations mayas, tout cela n'étant que purement hypothétique. Un autre spécialiste qui a démystifié les découvertes de William est le mayaniste David Stuart, qui a déclaré que l'objet identifié sur l'imagerie satellite n'est rien d'autre qu'un vieux champ de maïs. Son affirmation a été soutenue par une expédition qui a eu lieu près de la zone en 2021, lorsque les archéologues présents ont signalé qu'il n'y avait rien du tout dans cette zone. Malgré tout, un garçon de 15 ans a presque trouvé une ville maya perdue depuis longtemps, ce qui en soi est assez admirable. Des techniques similaires à celles utilisées par William sont d'ailleurs désormais utilisées pour déterrer des civilisations perdues dans le monde entier. Selon l'archéologue spatial Sarah Parcak, l'imagerie satellite a joué un rôle clé dans la découverte de villes anciennes en Égypte et dans d'autres endroits. Sarah Parcak elle-même passe la plupart de ses journées à parcourir les images à la recherche du moindre signe d'endroit où il aurait pu y avoir des villes il y a longtemps. Ce qui se passe, explique-t-elle, c'est que chaque fois qu'on a quelque chose d'enterré, il va être recouvert soit par la végétation, la terre ou le sable, soit par une autre construction moderne par-dessus. Pour évaluer s'il y a quelque chose de caché sous de grandes voûtes de végétation, elle utilise notamment la technologie infrarouge. Une grande découverte récente au Brésil a été faite de manière similaire. L'imagerie satellite a détecté un réseau de tranchées datant de l'an 200 à 1200 de notre ère. Celle-ci suggère des établissements qui auraient pu faire vivre environ 60 000 personnes. Dans ce cas, l'imagerie satellite correspondait bien à ce qui se trouvait au sol. Les chercheurs de l'Université de Floride ont trouvé plusieurs monticules accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont également trouvé des vestiges de murs soigneusement conçus, centrés autour de places, tout comme le type de construction réalisé par les anciens Mayas. Les progrès de la technologie satellite ont également permis de jeter un nouvel éclairage sur d'anciennes cités mayas découvertes depuis longtemps, comme Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal aurait été la capitale de l'ancien empire maya. À son apogée, elle était comparable en importance à des villes comme Londres ou New York dans le monde d'aujourd'hui. Elle est composée d'une série de monuments complexes, dont beaucoup sont censés avoir été les lieux de repos des rois et des chefs. Tikal est déjà connue pour avoir été grande, mais des découvertes récentes montrent qu'elle pourrait avoir été 3 fois plus grande que ce que les scientifiques croyaient à l'origine. La principale découverte concerne une fortification à la périphérie de la ville, qui indique à quel point la ville originale s'étendait. Et de nouvelles découvertes ont encore lieu. En 2017, les chercheurs ont déterré de nouveaux indices concernant les causes potentielles du déclin de la civilisation maya. En utilisant les données d'un site à Ceibal, situé à environ 100 km au sud-ouest de Tikal, les scientifiques ont analysé les données de radiocarbone, de céramique et de fouilles archéologiques pour extraire de nouvelles informations sur la disparition soudaine de cette grande civilisation. Les informations montrent qu'au lieu d'un effondrement soudain, les Mayas ont probablement décliné par vagues d'instabilité sociale et de crise politique. On pense que ces événements ont affaibli les centres-villes des Mayas et ont commencé à provoquer la dispersion de la population. Alors, prêt à endosser ton costume d'aventurier pour aller découvrir des ruines anciennes ? Le 30 octobre 1759, les habitants du Moyen-Orient ont été réveillés en sursaut par un tremblement de terre. Des fissures sont apparues sur les murs de leur maison, les toits ont commencé à s'effondrer. Les gens sont sortis en courant de leur maison et se sont rassemblés dans des zones dégagées. Mais à cause des fortes secousses, ils continuaient à perdre pied et à tomber. Un mois plus tard, un autre tremblement de terre s'est produit qui s'est avéré être encore plus fort. Des arbres ont été brisés, des maisons se sont effondrées, des fissures profondes sont apparues dans le sol. La catastrophe a duré 2 minutes. Des oasis, des routes et des villes ont été détruites. Miraculeusement, les anciens bâtiments de Baalbek ont résisté au tremblement de terre. Certains historiens affirment que ce lieu majestueux et mystérieux a été construit sous l'Empire romain. Mais de nombreux chercheurs ne sont pas d'accord. Quelle que soit la vérité, la ville est l'un des principaux mystères archéologiques de l'humanité. Le bâtiment le plus étonnant de Baalbek est le temple de Jupiter. Les habitants de l'Empire romain croyaient que Jupiter détenait le pouvoir sur la foudre et le tonnerre.
Le bâtiment ressemblait à une plateforme avec 54 colonnes sur lesquelles reposait un toit massif. Aujourd'hui, on ne peut plus voir que 6 colonnes de 20 mètres de haut. Chacune d'entre elles est composée de 3 sections et ressemble à un crayon. Les mines de ces crayons ont été construites en plomb, ce qui a rendu les colonnes exceptionnellement solides. Chacun de ces morceaux de pierre pesait la somme incroyable de 80 tonnes. C'est le poids de 35 SUV Ford Explorer. Voici le plus grand bloc de la Grande Pyramide de Gizeh. Mais comparé au bloc de Baalbek, il ne semble même pas si impressionnant. Les fondations sous le temple de Jupiter ont été préservées. C'est ainsi que les spécialistes ont découvert qu'il était composé d'environ 25 pierres monolithiques pesant 450 tonnes chacune. Cela signifie que les blocs de Baalbek pèsent presque 4 fois plus que les blocs d'Égypte. Il y a 3 autres énormes blocs de calcaire dans les fondations, pesant chacun 800 tonnes. C'est plus de 2 fois le poids d'un avion Boeing 747. Les anciens bâtisseurs ont dû avoir du mal à sculpter de tels géants dans un morceau de pierre. Et après cela, ils ont aussi dû les tirer jusqu'au site de construction et les soulever à une hauteur importante. Répéter cette logistique serait probablement un cauchemar pour les constructeurs d'aujourd'hui. Pour réaliser une telle quantité de travail, ils auraient besoin d'un équipement moderne. Mais les constructeurs de Baalbek n'avaient pas de camions, de grues avec des scies circulaires ou d'électricité. Comment les bâtisseurs du passé ont-ils réussi à faire cela ? Les scientifiques ont une théorie qui inclut des cordes, des treuils et des systèmes de levier. Naturellement, les ingénieurs du passé ont fabriqué tous ces gadgets en bois. À environ 900 mètres des ruines du complexe du temple se trouve une carrière. Les archéologues supposent que c'est là que les pierres de la construction ont été taillées. Ils y ont trouvé un bloc de calcaire qui semblait être trop grand, même pour cet endroit incroyable. Le monolithe a été baptisé la pierre du Sud. Il mesurait 20 mètres de long sur 4 mètres de large. Les anciens bâtisseurs n'ont pas eu le temps de le séparer complètement de sa roche-mère. Un groupe de scientifiques autrichiens a estimé que ce morceau de calcaire pesait plus de 1000 tonnes, soit l'équivalent de 3 avions Boeing ou 160 éléphants d'Afrique. Une autre surprise attendait les archéologues près de la pierre du Sud. C'était un deuxième monolithe pesant plus de 1200 tonnes. Mais les anciens bâtisseurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à travailler. En 2014, dans la même carrière, des archéologues allemands ont déterré un bloc qui pesait 1650 tonnes. Personne n'a encore compris pourquoi les bâtisseurs du passé avaient eu besoin d'un morceau de pierre qui pesait autant que 125 bus scolaires. On ne sait pas non plus comment ils comptaient déplacer ce colosse et pourquoi ils n'ont pas terminé le travail. Quoi qu'il en soit, ce troisième monolithe est le plus grand morceau de pierre transformé de l'histoire de l'humanité. Il y a à ce jour plus de questions que de réponses. Certains chercheurs pensent que les anciens bâtisseurs avaient des équipements de pointe. D'autres ne le pensent pas, mais sont impatients de comprendre comment les bâtisseurs ont réussi à déplacer ces pierres. Il y a un grand nombre de bâtiments et d'artefacts anciens dans le monde. Beaucoup d'entre eux rendent encore les chercheurs perplexes. Près de la pyramide de Djeser, en Égypte, les archéologues ont découvert un réseau de tunnels. Cet endroit s'appelle le Sérapéum. Il contient 24 sarcophages pesant de 70 à 100 tonnes. Les boîtes géantes ont été sculptées dans un seul morceau de granit et recouverts de lourds couvercles. Les sarcophages sont parfaitement symétriques. Au toucher, leurs parois sont aussi lisses que du verre. Même avec notre niveau actuel de technologie, c'est très difficile à réaliser. Mais les anciens Égyptiens ont réussi cet exploit. La coupe de Lycurgue est un artefact inestimable et un exemple de nanotechnologie ancienne. Elle est faite d'un verre qui peut changer de couleur. Si tu mets une source de lumière devant la coupe, elle devient verte. Si la lumière est derrière la coupe, elle devient rouge foncé. Dans ce cas, la figure du roi grec Lycurgue devient violet pâle. Les scientifiques n'ont compris comment ce changement de couleur fonctionnait qu'à la fin du XXe siècle. Grâce au microscope, ils ont détecté des nanoparticules d'argent, d'or et de cuivre. Elles avaient été ajoutées à la matrice de verre. Grâce à cela, tu peux observer un changement de couleur appelé dichroïsme. Fait intéressant, l'or et l'argent ont été broyés en fine poussière. C'est presque impossible à réaliser par accident. Très probablement, les anciens experts savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. En Bolivie se trouve un curieux endroit appelé Pumapunku. On dirait que d'anciens géants y ont joué avec un énorme jeu de construction. Et après le jeu, ils ont oublié de remettre les pièces dans la boîte. Mais il n'y avait pas plus de géants autrefois qu'aujourd'hui. Ces énormes blocs de pierre ont simplement été sculptés par d'anciens bâtisseurs, il y a plus de 1500 ans. Certaines des pierres pèsent 100 tonnes. Les blocs ont été apportés à une altitude de près de 3900 mètres depuis la carrière située à 95 km du site de construction.
Il n'y a pas de forêt dans cette zone, ce qui signifie que les bâtisseurs n'ont pas pu utiliser d'arbres pour fabriquer des rondins de bois. Le monument appartient à la civilisation Inca, or les scientifiques sont sûrs qu'elle n'avait aucun usage pour la roue. En 1992, les habitants d'un village chinois ont décidé de drainer un étang. Leurs ancêtres l'utilisaient pour laver le linge et attraper des poissons depuis des centaines d'années. Ils ont pompé l'eau sans relâche pendant 17 jours. Au fond du réservoir, ils ont fait une découverte inattendue. Les villageois ont vu l'entrée d'une grotte qui descendait à une profondeur de 30 mètres. Cette incroyable découverte a été baptisée les grottes de Longyu. Des bâtisseurs inconnus avaient creusé des galeries de 30 000 mètres carrés. On y trouve des pièces séparées, des ponts, des bassins et des colonnes qui soutiennent le plafond. Les murs de la grotte sont couverts d'étranges lignes et motifs sculptés. Les scientifiques n'ont pas trouvé d'informations sur l'identité de ceux qui ont creusé les grottes, ni sur la raison pour laquelle ils l'ont fait. La technologie de construction reste également un mystère. Antonio Stradivari a vécu en Italie au XVIIIe siècle. Il crée des instruments de musique. Plus de 600 de ses œuvres ont survécu jusqu'à aujourd'hui. 500 d'entre elles sont des violons. L'un de ces instruments a été vendu aux enchères pour 16 millions de dollars. Les violons fabriqués par ce maître ont un son clair et profond. Les chercheurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi les instruments de Stradivarius produisent des sons si uniques. Peut-être est-ce dû au vernis que le maître a utilisé pour recouvrir les violons. La réponse se trouve peut-être aussi dans le bois dont sont faits les instruments. À l'époque, l'Europe avait un climat froid. À cause de cela, le bois est devenu plus dense, et les instruments qui en étaient faits avaient un son particulièrement agréable à l'oreille. Dans la ville indienne de Delhi, il y a un pilier de 7 mètres de haut. Il pèse 6 tonnes et demie et est composé à 98% de fer forgé. Le pilier, vieux de 1600 ans, ne présente aucun signe de rouille ni de dégradation. Les scientifiques pensent que si le monument est si bien conservé, c'est grâce au climat sec et à la composition chimique du métal qui l'a rendu résistante à la corrosion. Et pourtant, les chercheurs ne savent pas comment les forgerons ont réussi à fabriquer un pilier en fer qui ne craigne pas la rouille. Cela semble être un exploit difficile, même pour les métallurgistes modernes. Le rocher Al-Nasla est divisé en deux parties par une fente parfaitement droite. Chaque bloc rocheux repose sur un petit piédestal. Certaines personnes pensent que c'est la preuve d'une ancienne technologie laser. Mais les géologues pensent que la fente est apparue en raison du déplacement du sol ou des vibrations naturelles qui se sont produites sous la roche. Ce processus a conduit à l'apparition de la fissure. Elle s'est agrandie pendant des milliers d'années et progressivement, le monument naturel a pris la forme que l'on peut observer aujourd'hui. En décembre 2012, une multitude de personnes s'alarmait à l'idée que le monde puisse s'achever dans une catastrophe. Cette peur était alimentée par le célèbre calendrier Maya. Ce système ancien de mesure du temps avait donné lieu à d'innombrables spéculations, mais l'un de ses mystères les plus intrigants restait sans doute le cycle de 819 jours présent dans certaines versions. Personne ne parvenait à en expliquer la présence ou le fonctionnement, jusqu'à ce qu'un groupe de chercheurs de Cambridge ait récemment révélé une hypothèse éclairante. Tout d'abord, comment le calendrier Maya fonctionne-t-il ? La méthode employée par cette civilisation pour décompter les jours repose sur ce que nous appelons aujourd'hui le tour du calendrier. Imaginez 3 mécanismes d'engrenage imbriqués, formant des cycles interdépendants. Le premier correspond à une année solaire de 365 jours, désignée par le terme Hab. Le second cycle se compose de 20 noms, tandis que le troisième est formé par une série de 13 chiffres, aboutissant à un calendrier sacré de 260 jours, appelé Tzolk'in. De manière comparable à notre façon de désigner une date comme le 25 décembre 2025, les Mayas nommaient leurs jours en fonction de l'alignement des 3 cycles. Par exemple, un jour pouvait être identifié comme 3 maniques et 14 pop. Il faut un cycle complet de 52 ans pour que ces 3 systèmes se synchronisent à nouveau. Après quoi, les jours recommencent à se répéter. C'est ici que les choses se complexifient davantage. Certains monuments mayas comportent des inscriptions énigmatiques mentionnant un autre cycle, le fameux compte de 819 jours. On en dénombre environ une vingtaine d'exemples, principalement découverts à des endroits tels que Palenque et Yaxchilan, au Mexique. Ces inscriptions, loin d'être anodines, suggèrent que ce calendrier renferme un secret d'importance.
Les premières études ont révélé que le cycle de 819 jours était associé à 4 couleurs et aux points cardinaux qui leur correspondaient. Le noir pour l'ouest, le rouge pour l'est, le blanc pour le nord et le jaune pour le sud. Les chercheurs ont également établi que cette période de temps pouvait être subdivisée en 3 cycles distincts. Un de 9 jours, un de 7 jours et un de 13 jours. En les multipliant, on obtient 819 jours. Intriguant, certes, mais pourquoi une telle structure? Ce système de couleurs associé aux 3 cycles semblait n'être qu'une interprétation superficielle, et les spécialistes étaient persuadés que son véritable sens nous échappait encore. Une autre observation notable des chercheurs concernait la manière dont ce curieux décompte des jours était souvent représenté. Un glyphe en forme de hydraque, accompagné d'un nombre, était utilisé, mais dans certains cas, un glyphe symbolisant Kawil y était ajouté. Cette puissante divinité maya, fréquemment associée à la création et à la foudre, était traditionnellement représentée avec une torche émergeant de son front, symbolisant l'étincelle vitale. Dans les années 90, une étude a avancé une hypothèse intrigante. Lorsque l'iconographie de Kawil montrait des émanations de fumée et de feu depuis son front, elle pourrait représenter les planètes Jupiter ou Saturne, voire les deux simultanément. Cela suggérait que le compte de 819 jours pouvait être d'une certaine façon relié à ces astres. Les recherches se sont alors orientées vers la compréhension de cette connexion potentielle. La première hypothèse formulée était que ce calendrier avait pu servir aux Mayas pour suivre les mouvements de Jupiter et Saturne. Les chercheurs ont ensuite relevé une particularité fascinante. Ces cycles semblaient correspondre aux périodes synodiques de ces planètes. Par période synodique, on entend la durée nécessaire à un corps céleste, tel qu'une planète, pour retrouver une position similaire, ou presque, vue depuis la Terre. Cependant, malgré l'intérêt de cette théorie, certains aspects restaient incohérents. Chaque planète suit une trajectoire bien spécifique, et tenter d'intégrer plusieurs d'entre elles dans une période de 819 jours posait problème. En clair, ce système calendérique en 4 parties, assorti de son code de couleurs, s'avérait trop limité pour coïncider parfaitement avec les périodes synodiques des planètes visibles. Il semble donc que nous soyons revenus à la case départ. Ce mystère a déconcerté les spécialistes pendant des décennies, jusqu'à ce qu'en 2023, une nouvelle approche vienne tout remettre en question. Les chercheurs ont compris qu'ils devaient changer de perspective. Au lieu de considérer ces 819 jours comme une unité fixe de temps, ils devaient envisager ce nombre comme une série de chronologies. Ainsi, cette période ne serait qu'un fragment d'un calendrier infiniment plus vaste. Comme évoqué précédemment, ce cycle semblait être conçu pour suivre la période où une planète devenait visible depuis la Terre. Pour démontrer que ces 819 cycles représentaient des chronologies et non des jours à proprement parler, les chercheurs avaient besoin d'une planète qui pourrait servir de point de référence afin de confirmer leur hypothèse. Dans ce cas, la planète clé était Mercure, et cela pour une raison assez évidente. La période synodique de Mercure est de 117 jours, ce qui s'intègre parfaitement dans le calcul du calendrier. Si l'on divise 819 par 117, on obtient 7, un nombre entier. Mercure est ainsi la seule planète visible dont le cycle synodique corresponde parfaitement à cette période en chiffres ronds. Une fois ce point de départ solide établi, il restait à élargir le calendrier. En étendant sa durée à 20 périodes de 819 jours, un schéma cohérent a commencé à apparaître. Et, comme par magie, tous les cycles synodiques des planètes venaient s'intégrer parfaitement dans ce système. Par exemple, la période synodique de Saturne, qui est de 378 jours, s'aligne parfaitement après 6 cycles de 819 jours. Vénus, quant à elle, s'aligne tous les 5 cycles, Jupiter tous les 19 cycles, et Mars, nécessitant la plus longue période, s'ajuste tous les 20 cycles. En résumé, il faut environ 45 ans pour que Mars s'aligne avec les périodes synodiques de toutes les planètes visibles. C'est ainsi que les chercheurs ont conclu que cette ancienne civilisation ne faisait pas référence à des jours, mais à des chronologies. Les astronomes mayas avaient conçu ce décompte comme une composante d'un système calendaire plus complexe, comprenant 20 périodes. Cela soulève néanmoins une question. Pourquoi l'étude des périodes synodiques était-elle si cruciale pour les Mayas ?
Nous ne disposons pas encore de réponses détaillées sur ce calendrier énigmatique. Mais il est certain que les Mayas accordèrent une grande importance à l'influence du cosmos sur leur vie quotidienne. Ils cherchèrent peut-être à comprendre comment les mouvements des planètes visibles s'harmonisaient avec leurs autres systèmes calendaires. Ce système n'est toutefois qu'une facette de l'extraordinaire compréhension astrologique des Mayas. Leur savoir allait bien au-delà de l'utilisation des cycles astrologiques pour l'agriculture. Ils possédaient également des connaissances d'une précision remarquable, comme celle de prédire les éclipses solaires. Les archéologues estiment que le lien entre les Mayas et les étoiles se manifeste dans les vestiges de leur civilisation. Un exemple célèbre se trouve dans la pyramide de Chichén Itzá, située dans la péninsule mexicaine du Yucatan. À la base de son escalier, on peut observer une tête de serpent sculptée dans la pierre. Mais le détail le plus fascinant se produit lors des équinoxes de printemps et d'automne, lorsque le jour et la nuit ont une durée égale. À ces moments précis, le soleil projette des ombres triangulaires sur l'escalier, donnant l'illusion d'un serpent ondulant le long des marches. Un autre exemple de l'intégration de leurs connaissances astronomiques se trouve à Tikal, au Guatemala. Cette pyramide, construite aux alentours de l'an 1 après Jésus-Christ, est considérée comme l'un des premiers complexes astronomiques des Mayas. Grâce à son orientation et son alignement minutieux, elle leur permettait de suivre et de calculer avec une grande précision les solstices et les équinoxes. Les Mayas étaient de chevronnés observateurs du ciel. De même que nous disposons aujourd'hui d'observatoires modernes dotés de dômes, ils avaient leur propre équivalent. C'est ainsi qu'on découvre El Caracol, dont le nom signifiant escargot en espagnol, se réfère à l'escalier en colimaçon situé à l'intérieur de la tour. Érigé aux alentours de l'an 906, cet édifice offrait l'emplacement idéal pour scruter les moindres changements dans le ciel et suivre les mouvements du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles. Contrairement à nous, avec nos télescopes, nos satellites et nos technologies de pointe, les Mayas s'appuyaient exclusivement sur l'observation à l'œil nu, ce qui rend leurs accomplissements d'autant plus impressionnants. Imagine que tu puisses passer une semaine entière à creuser dans le sol, à chercher des ruines et à prendre des photos des sites archéologiques les plus fantastiques du monde. Serais-tu prêt à le faire? Alors mets ta loupe dans ta valise et allons creuser un peu. Quand on est à Rome, on vit comme les Romains. C'est-à-dire qu'on se promène dans la ville en trébuchant à chaque pas sur des ruines antiques. Donc tu te balades sur la colline de l'Esquilin par un après-midi ensoleillé. Tu viens de finir ta 3e glace quand tu la vois soudain. La magnifique Domus Aurea, ou pour ceux qui ne parlent pas latin, la maison dorée. L'empereur romain Néron a ordonné la construction de cet immense palais en 64 après Jésus-Christ. Les travaux se sont terminés en 68 après Jésus-Christ. Au fait de sa gloire, elle occupait une surface 3 fois plus grande que la cité du Vatican. Le bâtiment a été décoré de feuilles d'or, de pierres semi-précieuses et de dizaines de fresques. Le palais comptait plus de 300 pièces, dont certaines donnaient sur un magnifique vignoble et un bois bruissant d'animaux. Il contenait aussi une énorme statue de 30 mètres de haut de Néron lui-même. La salle octogonale était la plus grande construction du palais. À l'origine, c'était une salle de banquet, avec des cascades tout le long des murs du fond. La salle tournait autour de son axe jour et nuit, tandis que d'en haut tombaient constamment des pétales. Les successeurs de Néron ont dépouillé tout le palais de ses matériaux. Aujourd'hui, les touristes peuvent visiter la structure principale et, bien sûr, la salle octogonale. Elle a été excavée et tu la reconnaîtras facilement même avec ses murs dénudés. Après avoir traversé la moitié du globe en avion, nous voilà au cœur de la jungle cambodgienne. Heureusement que tu as apporté ton spray insecticide, les moustiques deviennent littéralement fous dans ce climat tropical. Cachée au milieu de la forêt se trouve la ville d'Angkor. C'était la capitale de l'Empire Khmer entre le 9e et le 15e siècle. Pour info, le mot Angkor signifie capitale en langue khmer. La ville était l'une des plus grandes du monde à l'époque pré-industrielle. Les chercheurs affirment que près d'1 million de personnes y vivaient. Aujourd'hui, Angkor attire des visiteurs du monde entier en raison de son architecture étonnante. Tu reconnaîtras le style khmer à l'utilisation d'énormes blocs de grès. Au centre du complexe se trouve le temple Bayon. Il est décoré de 216 visages souriants qui, selon les scientifiques, sont censés ressembler aux fondateurs de l'empire d'Angkor.
Ils pensent que les tours étaient autrefois décorées d'or, mais aujourd'hui, le site est un labyrinthe de temples couverts de lianes. La ville a été abandonnée en 1431 et n'a été redécouverte que dans les années 1840. En 1992, elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les États-Unis ne sont pas nécessairement synonymes de ruines, mais en voici une. Dans l'état montagneux du Colorado, se trouve l'ancien lieu de résidence des Anasazi. Dans tout le parc national de Mesa Verde, on trouve plus de 600 habitations, construites sur les falaises par les Anasazi dans les années 1190. Le Cliff Palace comptait à lui seul plus de 150 pièces. C'était un bâtiment à plusieurs étages fait de grès et de mortier debout. Pour arriver à la maison du balcon, les visiteurs doivent grimper une échelle de 10 mètres. De là, tu pourras voir un village de taille moyenne, composé de 38 pièces et de 2 kivas. Les kivas sont des chambres traditionnelles construites par les Anasazi à des fins cérémonielles. En 1300, les Anasazi ont cessé de vivre dans la région de Mesa Verde. Heureusement, le site est maintenant ouvert aux visites. Si tu aimes les paysages aux couleurs de terre cuite, tu es au bon endroit. La ville de Petra est une merveille du monde antique. Située dans le désert de Jordanie, la ville était un haut centre commercial au IVe siècle avant Jésus-Christ. Les Nabatéens, un peuple arabe ancien, vivaient dans la ville rose et ont prospéré pendant de nombreuses années, accumulant une grande quantité de richesses. Ils ont inventé un système innovant pour que l'eau y circule et ont ainsi rendu la région habitable. La structure, en forme de porte sculptée dans la roche, est célèbre. On la surnomme le trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site et on dit qu'un trésor caché se trouve en dessous. Au début des années 2000, le site a été nommé l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Très loin de cet endroit, au Guatemala, se trouvent d'anciennes ruines mayas. La cité perdue de Tikal est un site composé de 12 000 édifices, les vestiges de la capitale de l'ancien empire maya. Elle est comparable en importance à Londres ou à New York. L'Acropole Nord est le plus ancien complexe de monuments de Tikal. Construit par la seule main de l'homme en 750 avant Jésus-Christ, il servait de lieu de repos aux dignitaires et aux rois. À l'époque, les temples en forme de pyramide étaient peints d'un magnifique rouge. Les Mayas adoraient cette couleur. Aujourd'hui, bien sûr, tout est couleur de calcaire. Les archéologues ignorent la raison de la chute de Tikal. Est-ce la sécheresse qui l'a causée, une maladie ou quelque chose de complètement différent? Sur la rive gauche du Tigre se trouve une ancienne ruine étrange, une grande arche abîmée. Elle appartenait à une ville appelée Ctésiphon, le joyau de l'Empire perse pendant plus de 800 ans. La ville abritait un palais extravagant, doté d'une mosaïque de verre, de tapis ornés de joyaux et de beaucoup de marbre. D'ailleurs, pourquoi les rois semblent-ils tant adorer le marbre? L'arche faisait partie du complexe du palais impérial. Jusqu'à l'époque moderne, c'était la plus grande voûte autoportante construite par l'homme. Tu remarqueras qu'il n'y a aucun pilier pour la soutenir. En raison de son immense richesse, la ville était constamment la cible d'autres empires, jusqu'à ce qu'elle finisse par tomber. Tu as envie de découvrir d'autres ruines mayas? Chichén Itzá est un site archéologique dont les pyramides sont les mieux préservées de la planète. Située dans l'état du Yucatan au Mexique, cette cité maya a plus de 1500 ans. À son apogée, elle abritait 35 000 personnes. Le site compte un total de 26 ruines à découvrir. Le point culminant est El Castillo, un énorme temple qui se dresse à 24 mètres au-dessus du sol. Sa caractéristique la plus singulière est qu'il comporte 91 marches sur chacun de ses 4 côtés. En comptant la plateforme supérieure, cela fait 365 marches, soit le nombre de jours de l'année solaire. La plus ancienne cité perdue de cette liste remonte à la période néolithique. C'est à ce moment-là que nous, les êtres humains, avons commencé à pratiquer l'agriculture pour la première fois, au lieu de vivre selon un mode de vie entièrement nomade basé sur la chasse et la cueillette. Dans l'archipel des Orcades, au large de l'Écosse, se trouve un site préhistorique connu sous le nom de Skara Brae. Grâce à d'excellents travaux de restauration, le site est très bien conservé. Tu peux voir des habitations préhistoriques avec des foyers, des meubles en pierre et même des toilettes primitives. Les chercheurs ont aussi trouvé des symboles runiques sur le site, ce qui signifie qu'il est possible qu'ils se soient essayés à une forme d'écriture. Ah, la Grèce. Quelqu'un veut de la feta? Nous voilà arrivés au cœur des cœurs de l'archéologie. Mais aujourd'hui, nous explorerons un site en particulier,
le colosse de Rhodes. Aussi connu sous le nom de géant de bronze, il était l'une des 7 merveilles du monde antique, se dressant dans le port de la ville grecque de Rhodes au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On dit que le colosse mesurait 32 mètres de haut. On pense aussi que la statue a été construite avec l'aide de 900 chameaux. Malheureusement, elle n'est restée debout que pendant une 60aine d'années. Un tremblement de terre dévastateur l'a réduite en miettes, si bien qu'en visitant les lieux, les visiteurs ne découvraient plus qu'un pied géant. Maintenant, il n'y a plus rien à l'endroit où se trouvait la statue. On trouve un grand nombre de murs en ruine de par le monde. Et pour notre dernière visite de la journée, c'est exactement de cela dont il va s'agir. Tout au nord de l'Angleterre se trouve la ruine du mur d'Adrien. L'empereur romain a fait construire ce mur afin de séparer son empire des peuples de Calédonie. Le mur originel était beaucoup plus grand que ce qu'il en reste aujourd'hui. Mais les ruines sont tout de même assez impressionnantes. Elles consistent en une structure qui s'étend sur 117 km d'une côte à l'autre. À l'époque, le mur d'Adrien abritait 17 grands forts et de nombreuses tours d'observation afin d'assurer une sécurité maximale à cette province. Le mur est tombé dans l'oubli lorsque les Romains ont déserté l'île de Bretagne au début du 5e siècle. Les gens ont commencé à le dépouiller pour construire des églises, des fermes et même des maisons. Aujourd'hui, si tu décides de visiter les ruines, tu ne verras que des fragments d'environ 1 mètre de haut. Mais c'est quand même assez chouette, hein ? Les scientifiques ont récemment découvert des vestiges comparables à l'Atlantide, près de l'Australie. Autrefois, un continent entier se trouvait là, désormais submergé. Voici son histoire. Il y a environ 70 000 ans, pendant la dernière période glaciaire, une vaste masse terrestre appelée Saül existait dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. Cet ancien supercontinent connectait ce que nous connaissons aujourd'hui sous les noms d'Australie, de Nouvelle-Guinée, de Tasmanie et des îles Aru, formant une immense étendue de terre continue. Imaginez des forêts tropicales luxuriantes entourées de majestueuses montagnes. Les plus hautes montagnes de Saül se trouvaient dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée et atteignaient des sommets de plus de 3900 mètres. Ce lieu exceptionnel abritait une diversité d'animaux uniques, principalement des marsupiaux. Mais il n'y avait pas que des koalas et des kangourous. Saül hébergeait divers types de brouteurs, fouisseurs, charognards et prédateurs. On y trouvait le gigantesque diprotodon, le redoutable chasseur qu'était le Thylacoleo, et le terrifiant Mégalania, une créature bien plus grande que la plupart des lézards vivants aujourd'hui. Ce territoire était tout à fait singulier, car, tandis que le reste du monde était peuplé d'animaux placentaires comme les loups, les éléphants et les humains, Saül ne comptait parmi ces mammifères classiques que des chauves-souris et des rongeurs. Toutefois, ces différentes régions présentaient des écosystèmes variés. Les régions de Timor, d'Arafura et de Carpentaria étaient hautes et couvertes de savanes et de forêts sèches, rappelant un peu l'Australie moderne avec ses déserts arides, ses broussailles, ses steppes et ses forêts tempérées le long de la côte est. À cette époque, les humains migraient à travers le globe. Ils ont entrepris un voyage extraordinaire depuis l'Asie du Sud-Est jusqu'à Saül, et y sont parvenus pour la première fois il y a 60 à 45 000 ans. Ils voyageaient principalement à pied et traversèrent la mer à l'aide de radeaux en bambou et de bateaux rudimentaires. Ils provenaient de l'ancien plateau continental de Sunda, qui englobait des parties de l'Asie du Sud-Est. En traversant une série d'îles connues sous le nom de Wallacea, ils se sont finalement répandus à travers le Saül. Et ce n'était pas un petit périple. Le Saül était immense, s'étendant sur environ 10,6 millions de kilomètres carrés, soit une superficie plus grande que celle des États-Unis ou du Canada. Il s'étirait de l'équateur jusqu'à la partie sud de la Nouvelle-Zélande. Ainsi, en arrivant dans ce qui est aujourd'hui l'Australie, ces voyageurs devinrent les premiers habitants de cette terre. Les scientifiques estiment que le Saül comptait alors environ 500 000 habitants. Nous avons aussi découvert des peintures rupestres datant d'environ 40 000 ans, qui représentaient des scènes de chasse au buffle nain ou à Noah face à des figures humaines et animales. Les chercheurs s'efforcent de comprendre comment ces premiers colons se déplaçaient à travers le Saül et où trouver des traces archéologiques de leur voyage. Pour ce faire, ils ont créé un modèle informatique de l'évolution du paysage. Cette simulation a montré les transformations du Saül entre 75 et 35 000 ans, révélant des routes migratoires potentielles et des sites archéologiques. Les hommes se déplaçaient probablement le long des côtes et des rivières. Mais comment le Saül a-t-il été submergé, à l'image de la mythique Atlantide ?
Durant la dernière période glaciaire, une grande partie de l'eau terrestre était emprisonnée dans d'immenses calottes glaciaires, faisant ainsi baisser le niveau de la mer. Par la suite, avec l'augmentation des températures mondiales, ces calottes ont fondu et le niveau de la mer a monté d'autant, submergeant les ponts terrestres qui reliaient les différentes parties du Sahul. Il y a environ 8000 ans, la Nouvelle-Guinée s'est séparée de l'Australie continentale. Puis, il y a environ 6000 ans, ce fut au tour de la Tasmanie. Mais grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons encore explorer les parties submergées du Sahul. Les plongeurs explorent et collectent des échantillons directement depuis le fond de l'océan, et les drones sous-marins peuvent atteindre des zones trop profondes ou dangereuses pour les humains. Grâce à la cartographie par sonar, les scientifiques utilisent les ondes sonores pour dresser des cartes du fond marin, un peu comme utiliser un écho permettant de voir sous l'eau. Les ondes rebondissent sur le fond marin et reviennent à l'envoyeur, aidant ainsi à composer une image des environs. Dans les profondeurs sous-marines, les archéologues ont trouvé des outils en pierre et d'autres artefacts. Ils ont également découvert des fossiles d'animaux tels que le diprotodon et le thylacoleo. En étudiant le terrain submergé de Sahul, ils ont mis en évidence l'existence de rivières, de lacs et de côtes datant de la période glaciaire. Mais pour autant, Sahul n'est pas le seul continent submergé au monde. Ce n'est même pas le seul trésor caché de l'Asie du Sud-Est. Prenez le Sundaland, une région composée de Sumatra, Java, Bornéo et quelques autres îles. Cet endroit était gigantesque durant l'ère glaciaire, mais aujourd'hui, il est presque entièrement submergé. Presque, mais pas totalement. Les parties émergées grouillent encore de vie. Si vous aimez les oiseaux, visitez donc cet endroit. Il abrite près d'1/5 des espèces d'oiseaux du monde. On peut y apercevoir des oiseaux colorés comme l'aigle de Java et les tourneaux de Bali au sein des forêts luxuriantes. C'est aussi le foyer d'un quart des espèces de poissons de la Terre. Les eaux du Sundaland sont un havre pour la vie marine, même pour les plus exotiques, comme les arowanas asiatiques. C'est aussi une véritable mine d'or en matière de fleurs. C'est là que l'on peut trouver la Rafflesia et le titan arum, les plus grandes fleurs au monde. Cela la rend très similaire au continent de Zélandia. Il s'agit d'une longue et étroite bande de terre, mesurant la moitié de la taille de l'Australie et qui s'est détachée de l'Antarctique il y a environ 100 millions d'années. Tout comme le Sundaland, elle n'est pas entièrement submergée. 7% de sa surface reste au-dessus du niveau de la mer. Ce fragment émergé est ce que nous appelons aujourd'hui la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'île Stewart et quelques petites îles. Ces morceaux de Zélandia sont tempérés et luxuriants. Ils regorgent de volcans, de chaînes de montagnes, de magnifiques geysers naturels et de sources chaudes. Les Maoris utilisent ces dernières pour cuisiner. Ils placent du maïs, des œufs et des légumes dans des paniers et les plongent directement dans les sources thermales. Parfois, ils cuisinent également dans un four creusé et rempli de pierres chauffées. Un autre monde perdu est connu sous le nom d'Argoland. Cette mystérieuse masse terrestre faisait autrefois partie de l'Australie, à l'époque des dinosaures, et elle a intrigué les scientifiques pendant des décennies. On soupçonnait son existence car il a laissé une immense étendue sur les fonds marins, la plaine abyssale d'Argo. Il y a environ 155 millions d'années, l'Argoland s'est détaché de l'Australie et a dérivé vers le nord. Puis, lorsqu'il a atteint l'Asie du Sud-Est, il a tout simplement disparu. Les scientifiques n'avaient aucune idée de l'endroit où il avait pu passer. Mais récemment, ils ont finalement retrouvé sa trace. Il se trouve que les parties inférieures du malheureux Argoland ont commencé à sombrer dans la fosse de la sonde, un abîme océanique terriblement profond. La croûte terrestre a coulé dans le manteau, et pendant ce temps, les parties supérieures d'Argoland ont été poussées vers le haut, intégrant des roches plus jeunes à la surface. À cause de cela, Argoland s'est disloqué en plusieurs fragments plus petits. Ces derniers ont formé des parties de Bornéo, Java, Célèbes et d'autres régions. Le reste est profondément enfoui sous l'Indonésie et la Birmanie. Imaginez une masse terrestre colossale de la taille du Groenland, le Grand Adria. Son voyage a débuté il y a environ 240 millions d'années lorsqu'il s'est détaché du supercontinent de Gondwana. Il a commencé à dériver vers le nord et après 100 millions d'années passées dans des mers chaudes, il a soudainement percuté l'Europe avant de se fragmenter. La plupart de ces morceaux ont été entraînés profondément dans le manteau terrestre, mais certains ont été arrachés et sont devenus partie intégrante de chaînes montagneuses comme celle des Alpes. Aujourd'hui, les vestiges du Grand Adria sont dispersés dans plus de 30 pays, de l'Espagne jusqu'à l'Iran. C'est pourquoi ils sont si difficiles à localiser.
Les Seychelles faisaient également partie de Gondwana. Et oui, ces îles idylliques reposent sur les vestiges de l'ancien continent. Nous en avons d'ailleurs appris beaucoup grâce à ces fascinants affleurements granitiques. C'est Alfred Wegener qui a suggéré la dérive des continents il y a près d'un siècle, mais personne ne le croyait à l'époque. Et ces affleurements l'ont aidé à prouver que les plaques tectoniques se déplaçaient réellement. Les Seychelles se sont séparées de l'Inde et de Madagascar, et sont finalement devenues un archipel solitaire dans l'océan Indien. Cela s'est probablement produit à cause de l'activité volcanique intense des trappes du Deccan. Aujourd'hui, les îles abritent des espèces uniques, tant sur Terre que dans les récifs coralliens environnants. Le microcontinent de Mauritia s'est détaché de l'Inde après l'extinction des dinosaures. Au cours de son voyage, il s'est étiré pour prendre une forme de ruban, avant de se fragmenter. Aujourd'hui, ces fragments sont éparpillés sous l'océan Indien. Les scientifiques ont découvert cette terre perdue en étudiant de minuscules cristaux anciens appelés zircons. Ces zircons sont pareils à des capsules temporelles. Ils remontent à une période antédiluvienne, pouvant aller de 660 millions à 2 milliards d'années, bien plus anciens que l'île Maurice elle-même. Ces cristaux anciens ont suggéré l'existence d'une autre Atlantide quelque part à proximité. Il semble qu'il y ait des continents engloutis un peu partout dans le monde. Et peut-être en découvrirons-nous encore beaucoup d'autres à l'avenir. Les statues Moai se dressent fièrement sur l'île de Pâques depuis des centaines d'années. À l'époque, les habitants ont fait d'énormes efforts pour sculpter ces figures grandioses. Et puis, ils ont soudainement arrêté. Pourquoi ? Essayons de percer ce mystère. L'île de Pâques, située à 4000 km à l'est de Tahiti, a une superficie de 163 km². À ce jour, c'est l'une des îles les plus isolées du monde. Autrefois, elle était couverte de forêts, remplies de différentes espèces d'arbres et fougères. Mais lorsque les premiers humains sont arrivés sur l'île vers l'an 400, les forêts ont lentement commencé à disparaître. Et à partir de l'an 1250 environ, les statues Moai ont commencé à apparaître un peu partout. Les locaux les fabriquaient à partir de différents types de roches, cendres volcaniques compressées, basalte, trachyte et scories rouges. Comme il s'agit d'une île volcanique, ce sont tous les ingrédients que les créatures des statues utilisaient. Une fois que les bâtisseurs avaient terminé leur travail, ils recouvraient les statues de pierre ponce. Les visages des statues sont différents. Elles ont toutes des sourcils épais et de grands nez, mais avec des expressions distinctes. Leurs bras sont sculptés directement dans leur corps. Certains ont des chapeaux sur la tête. Il y a près de 900 statues sur toute l'île, et elles varient en taille. La hauteur moyenne est de 4 mètres, et les plus grandes atteignent 10 mètres de hauteur et pèsent jusqu'à 82 tonnes. Comme les statues ont tant de visages différents, il existe des théories selon lesquelles elles représentent et honorent des ancêtres, des chefs et d'autres personnages importants qui ont vécu sur l'île. Mais sans aucune preuve tangible, il est presque impossible de comprendre le véritable objectif des Moai. Autrefois, elles se dressaient magnifiquement le long de la côte, veillant sur les locaux vivant dans des villages. Et leur dos était tourné vers le monde des esprits de la mer. Lorsque les Européens ont découvert les statues Moai dans les années 1700, beaucoup d'entre elles étaient déjà tombées. Et la construction des statues s'était arrêtée bien plus tôt que cela. D'énormes efforts ont été déployés pour fabriquer ces statues. Les artisans experts passaient beaucoup de temps à les sculpter lentement avec des pioches rudimentaires. Une équipe contenant jusqu'à 6 personnes pouvait travailler dur pendant une année entière pour fabriquer une seule statue. Ensuite, ils devaient souvent la transporter jusqu'à son emplacement final sur l'île, sur une distance pouvant aller jusqu'à 18 km. Grâce à la datation en carbone, les experts ont réussi à déterminer que les statues ont commencé à apparaître vers l'an 1250. Et puis, soudainement, vers 1500, le processus s'est tout simplement arrêté. Les créateurs des statues ont simplement laissé leurs burins là où ils les avaient utilisés pour la dernière fois. Et seulement un quart de toutes les statues ont effectivement été placées là où elles étaient censées être. La moitié d'entre elles se trouvent encore dans les carrières, tandis que d'autres ont été laissées sur le sol à mi-chemin. Quelque chose s'est passé sur cette île, qui a conduit les habitants à se désintéresser totalement des statues. Il existe de nombreuses théories sur la raison pour laquelle cela a pu se produire, et elles sont principalement liées à la déforestation. Les habitants de l'île utilisaient peut-être du bois pour déplacer les statues à travers l'île, à l'aide de traîneaux et de cordes, ou de rondins pour faire rouler les statues, ou de radeaux pour les faire flotter. Le bois a fini par s'épuiser. Les arbres de l'île mettaient très longtemps à repousser, et les rongeurs mangeaient la plupart des graines.
Les habitants utilisaient le bois à de nombreuses fins. Ils en avaient besoin non seulement pour des choses pratiques, mais aussi pour créer d'autres statues. Une autre raison pour laquelle les habitants de l'île ont pu arrêter de construire les statues pourrait être qu'ils se sont consacrés à d'autres projets. Les rocailles devenaient de plus en plus courantes avec une population croissante. Or, ces rocailles étaient excellentes pour le sol, le gardant au chaud et le fertilisant en même temps. Les insulaires consacraient beaucoup de temps et d'efforts à tailler ces rocailles, et ils n'avaient tout simplement plus assez de temps pour la construction et le déplacement des statues. Une autre théorie suggère que les croyances des locaux ont changé avec le temps. On suppose qu'autrefois, les habitants de l'île voyaient les statues comme un lien avec leurs ancêtres. Mais après un certain temps, les rituels décrivant une démonstration de force et d'endurance sont devenus plus répandus. Et avec ces rituels, les insulaires ont commencé à sculpter des images liées aux oiseaux de mer. Ces derniers sont devenus le principal animal de l'île. Les gens ont commencé à croire que leurs ancêtres les regardaient à travers les oiseaux au lieu des statues. Il n'y avait donc plus de raison de construire les moai. Quel que soit le degré de véracité de ces théories, le principal problème était que la petite île ne pouvait plus supporter une population croissante. Ce qui était autrefois une terre luxuriante couverte de forêts est rapidement devenu un paysage stérile. Pendant les premiers siècles, les gens dépendaient des ressources forestières. Mais l'agriculture a pris de l'ampleur quelque temps après 1550, lorsque les forêts ont disparu. Les tribus qui travaillaient autrefois ensemble pour construire les fantastiques monolithes ont fini par entrer en compétition les unes avec les autres. Dans cette lutte pour les terres et les ressources, les statues moai ont été renversées, car les gens voulaient réduire leur importance. Au cours des siècles suivants, toutes les statues ont été renversées, mais pas toujours délibérément. Beaucoup sont tombées naturellement après avoir été négligées pendant si longtemps. Certaines ont même fini dans les eaux de l'océan entourant l'île. Elles y sont restées un certain temps. Mais certaines de ces statues ont connu une deuxième vie. Elles ont été réédifiées, offrant une magnifique expérience aux visiteurs du monde entier. Si tu fais un voyage jusqu'à cette île isolée, la première question que tu te poseras ne sera probablement pas de savoir comment les statues ont été construites ou déplacées. Ce sera plutôt comment diable quelqu'un a-t-il pu arriver jusqu'ici en premier lieu. C'était l'un des exploits les plus incroyables qui soient. Les Polynésiens ont sans nul doute fait des choses assez extraordinaires. Dès 1500 avant Jésus-Christ, ce peuple de marins a commencé à explorer le monde. Ils ont utilisé les inventions marines les plus avancées de leur époque. Ils ont traversé l'océan en catamaran et en bateau à balancier, en commençant par l'Asie du Sud-Est et en peuplant de nombreuses autres régions dans le Pacifique. Ils sont allés aussi loin que l'actuel Hawaï au nord en 900 avant Jésus-Christ et l'actuelle Nouvelle-Zélande au sud en 1200 avant Jésus-Christ. Et le voyage le plus lointain vers l'est a été bien sûr l'île de Pâques. En seulement quelques centaines d'années, ces premiers navigateurs ont peuplé une zone de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Ils mémorisaient simplement les endroits où ils étaient déjà allés, et de cette façon réussissaient à naviguer sur l'océan. Ils utilisaient un large éventail de techniques. Ils observaient le ciel lorsqu'ils se levaient et se couchaient, tandis que la nuit, les étoiles les aidaient. Si le temps était couvert et que les marins ne pouvaient pas s'orienter visuellement, ils utilisaient d'autres méthodes brillantes. Ils observaient notamment le mouvement des courants océaniques et les motifs des vagues, et prêtaient attention à la bioluminescence dans l'eau. Ces motifs les aidaient à trouver l'emplacement d'îles spécifiques. Ces marins comprenaient même comment les îles et les atolls au loin provoquaient des motifs d'interférence aérienne et maritime. Les oiseaux leur fournissaient aussi de précieux indices. Certains d'entre eux migraient sur de longues distances d'une île à l'autre, ce qui donnait aux marins une sorte de lien visuel pour leur itinéraire. D'autres types d'oiseaux avaient des périodes d'alimentation spécifiques. Les marins savaient quand et où ils chassaient et dirigeaient leurs bateaux en fonction des endroits où ces oiseaux se nourrissaient. Les Vikings ont sans doute reçu beaucoup trop de mérite par rapport à leurs aptitudes maritimes. Alors qu'ils utilisaient une boussole solaire, les premiers Polynésiens se fiaient uniquement à leur connaissance de la façon dont la nature elle-même pouvait les guider. Leurs compétences étaient si avancées qu'en 1769, le capitaine James Cook, un célèbre explorateur anglais, a même engagé un navigateur polynésien pour ses connaissances approfondies des mers. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce navigateur a dessiné une carte de mémoire. Elle couvrait une région de 3200 km de large. Dans cette région, il y avait 130 îles. Et le navigateur connaissait 74 de ces îles par leur nom. Au début de leur voyage, le capitaine Cook a souvent ignoré les conseils du navigateur. Mais vers la fin de leur voyage, il a été très impressionné. Il a également reconnu les Polynésiens comme étant probablement le peuple le plus répandu sur Terre.
Imaginez que vous ayez été choisi pour répondre à l'une des questions les plus importantes de l'histoire. Quelle a été la première civilisation sur Terre? La description du poste est simple, mais la tâche est extrêmement difficile. Vous devez déterrer la preuve de la première civilisation officielle du monde. Était-ce les Sumériens en ancienne Mésopotamie? Ou étaient-ce les anciens Égyptiens répartis le long du Nil? Sans vouloir vous mettre la pression, l'histoire est littéralement entre vos mains. Bonne chance! Puisque vous ne pouvez pas remonter le temps et visiter l'ancienne Mésopotamie pour obtenir les réponses à vos questions, vous devrez rechercher dans les bases de données des musées afin d'obtenir quelques indices. Avant toute chose, nous avons besoin d'une définition de ce qui est considéré comme une civilisation. Il ne s'agit pas seulement de milliers de personnes regroupées et vivant harmonieusement. Il y a certains éléments clés qui, ensemble, font d'un groupe de personnes une civilisation. Comme, par exemple, le domaine de l'urbanisme, autrement dit, la construction de villes, les systèmes d'irrigation et l'écriture. Vous décidez de commencer votre recherche en plongeant profondément dans l'histoire des Sumériens, qui occupent aujourd'hui la position de première civilisation du monde. Maintenant, imaginez être le premier de votre espèce. Cela signifie ne pas avoir d'exemples externes. Cela signifie plutôt partir de zéro. Première chose dont vous aurez besoin, un lopin de terre. Et comme il n'y avait pas de compagnie des eaux actives à cette époque, vous aurez besoin d'un terrain avec un accès facile à l'eau. Donc, les Sumériens se sont installés entre deux grands fleuves appelés l'Euphrate et le Tigre, dans le sud de la Mésopotamie vers 5000 avant notre ère. Fait amusant, la Mésopotamie se traduit par « la terre entre deux fleuves ». Sur une carte moderne, c'est à peu près là où se trouve l'Irak aujourd'hui. En plus de la terre, une civilisation a besoin de moyens pour obtenir de la nourriture. La civilisation sumérienne a dû faire face à un climat sec et chaud, mais ils ont réussi à faire prospérer l'agriculture dans la région. En détournant les eaux des rivières et en créant des réservoirs et des barrages, les Sumériens ont permis à une série de colonies d'émerger à travers les plaines de Mésopotamie. La célèbre ville de Babylone en faisait partie. Vous savez, la ville qui aurait eu ses jardins suspendus? Je dis supposément parce qu'aucune preuve définitive de l'existence réelle de ce monument n'a été trouvée. Cependant, il était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique et cité comme un exploit remarquable d'ingénierie dans un livre ancien publié vers 290 avant Jésus-Christ. Bien qu'aucune trace des jardins de Babylone n'ait été trouvée, les Sumériens étaient reconnus comme des bâtisseurs extrêmement habiles. Leur ville était remplie de constructions en briques de boue, et les plus impressionnantes étaient connues sous le nom de ziggourats, des pyramides à degrés construites à des fins spirituelles. Les Sumériens ont construit un réseau commercial pour compléter les ressources rares et ont commencé à échanger des marchandises avec des civilisations émergentes à proximité, comme l'Anatolie et l'Égypte. Le début du commerce a poussé les Sumériens à développer ce que l'on croit être le premier système d'écriture au monde. Il a commencé comme un système simple, datant probablement de 3400 avant notre ère. Dans ce système, chaque syllabe était représentée par un dessin. Par la suite, il a progressivement évolué en un système d'écriture cursive totalement développé. Ne me crois-tu pas? Jette un œil à cette pièce de l'époque babylonienne. Cette immense plaque de basalte est appelée le Code de Hammurabi. Elle est reconnue comme la première collection de lois écrites de l'humanité. Selon l'histoire, elle a été gravée dans la pierre volcanique vers l'an 1760 avant notre ère. Regarde la précision de ces gravures. C'est assez stupéfiant. Mais le contenu est également surprenant puisque ces 282 règles varient des réglementations commerciales aux lois strictes de la justice. Le fait est que les historiens n'ont pas de consensus sur la question de savoir si les Sumériens ont réellement été les premiers à inventer l'écriture. Certains pensent qu'il pourrait s'agir des anciens Égyptiens. Arrêtons-nous ici. On pense que les établissements de l'Égypte ancienne ont commencé autour de l'an 5500 avant notre ère, ce qui est antérieur à la civilisation sumérienne. Mais souvenez-vous que j'ai dit qu'une civilisation avait besoin de quelques éléments avant d'être considérée comme telle. L'Égypte ancienne était composée de plusieurs petites cités-États, telles que Memphis, Abydos et Thèbes, disséminées le long du fleuve Nil. Ce n'est qu'en 3000 avant notre ère que l'Égypte fut unifiée sous un seul royaume et dura comme un empire jusqu'à près de 1000 avant notre ère. Bien qu'il n'y ait pas de consensus à ce sujet, certains experts en égyptologie estiment que ce pourrait être des immigrants sumériens qui ont fondé les premiers établissements égyptiens. La preuve pourrait être la présence de sceaux cylindriques en pierre dure, un objet largement utilisé en Sumer.
Ces sceaux servaient à garantir l'authenticité des transactions légales. Mais il est difficile de déterminer si cette méthode a été introduite par des immigrants sumériens ou simplement par le commerce. Étant donné que la période de temps n'est pas l'un des critères que nous pouvons utiliser pour déterminer qui est venu en premier, nous devrons nous tourner vers autre chose. Mais quoi? Comme les Sumériens, les Égyptiens étaient également des constructeurs hautement qualifiés. Évidemment, ils ont construit les célèbres pyramides de Gizeh et bien d'autres sur tout leur territoire. Pour améliorer leur technique de construction, ils se sont immergés dans le développement d'une compréhension plus approfondie des mathématiques. Ils ont développé une nouvelle forme de mesure, appelée le coudé, qui était l'équivalent de la longueur d'un bras. La Grande Pyramide, par exemple, mesure 440 coudées sur 440 coudées. Ils étaient également des astronomes innovants, combinant leurs compétences mathématiques avec une observation astronomique attentive. Ils furent la première civilisation à utiliser une division du jour en 24 heures. Et ils ont même créé un calendrier solaire, qui fut le premier système de datation de l'histoire à comporter 365 jours dans une année. D'accord, il est indéniable à quel point ils étaient impressionnants. Mais certains experts disent que le différend doit être réglé par la comparaison de leur système d'écriture. L'écriture hiéroglyphique, le premier style d'écriture égyptien, remonterait à 3000 avant notre ère. C'était une composition de plus de 700 symboles qui étaient gravés dans la pierre. Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que l'écriture sumérienne était antérieure à l'égyptienne. Mais une découverte récente faite par des chercheurs de Yale prétend le contraire. Des archéologues ont découvert un panneau de 4 signes qui aurait été écrit vers 3250 avant Jésus-Christ. Oh, et ils ont également trouvé un autre dessin sur roche représentant un éléphant enceinte qui pourrait dater de 4000 avant Jésus-Christ. Maintenant, il existe également une troisième possibilité que moins de gens semblent mentionner, la civilisation de la vallée de l'Indus, également connue sous le nom de l'Inde antique. Située autour de la région de l'actuel Pakistan et de l'Inde, la civilisation de la vallée de l'Indus est également un prétendant au titre de plus ancienne civilisation, en raison de l'origine historique incertaine de la collection de textes hindous, connue sous le nom des Upanishads. La civilisation de la vallée de l'Indus a prospéré autour de 3000 avant notre ère. Mais les archives montrent que les habitants de la vallée de l'Indus commerçaient avec les Mésopotamiens dès 3500 avant notre ère. Attendez une minute. Comment est-ce possible? Non, ils n'étaient pas des voyageurs temporels. Ce n'est pas un film de science-fiction. Il y avait déjà des établissements agricoles dans la région qui se développaient lentement en grandes villes telles que Harappa et Mohenjo-Daro. Les anciennes villes indiennes étaient sophistiquées, remplies de maisons en briques cuites, construites selon un système de grilles. Ces villes anciennes possédaient même des systèmes de drainage et d'égouts qui reliaient la plupart des maisons et utilisèrent la gravité pour évacuer les déchets hors de la ville. Elles étaient vraiment avancées. Ils étaient également une civilisation extrêmement religieuse, et les croyances hindoues étaient au cœur de leurs pratiques. Malgré cela, leur ville n'était pas remplie de bâtiments spirituels. En réalité, le bâtiment le plus important de Mohenjo-Daro était un bain public. Intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi ne pouvons-nous pas savoir s'ils étaient la plus ancienne civilisation sur Terre? Même si certains historiens soupçonnent que les origines des habitants de la vallée de l'Indus peuvent remonter à 5000 avant notre ère, il n'y a aucune preuve concrète de cela, seulement des spéculations. La meilleure preuve que nous ayons sont les Upanishads. Les Upanishads sont des textes remplis de philosophie, de mantras et de cérémonies. Le fait est qu'une partie des pratiques hindoues consistait à mémoriser et à transmettre la sagesse des Upanishads sous forme orale. Ainsi, il a fallu un certain temps avant qu'elles n'apparaissent sous forme écrite. Eh bien, je dirais que les historiens ne sont pas vraiment sûrs de quelle était la première civilisation du monde. Nous ne pouvons que deviner à ce stade. Mais qui sait quelle nouvelle découverte pourrait révéler? Quand tu entends parler de ruines anciennes, tu ne les imagines jamais suspendues quelque part, ou simplement accrochées à la branche d'un arbre, n'est-ce pas? En fait, pour la plupart des objets anciens que nous avons exposés dans les musées du monde entier, les archéologues ont fait un travail de fouille impressionnant. Tu vois, les bâtiments ont cette drôle de façon de se dégrader avec le temps si l'on n'en prend pas soin correctement. Parfois, nous devons réutiliser certains matériaux de construction, et une bâtisse plus ancienne peut alors être sacrifiée dans le processus. D'autres fois, les maisons sont abandonnées, et dès qu'elles sont exposées aux éléments en surface, comme la pluie ou le soleil, elles n'ont plus aucune chance. Certaines s'écroulent tout simplement sous l'effet de la bonne vieille érosion. La seule façon pour un édifice de survivre à l'épreuve du temps est d'être enterré en profondeur.
Mais comment ces architectures finissent-elles par être enterrées? C'est une véritable comédie d'erreurs. Les villes anciennes avaient l'habitude d'élever progressivement le niveau de leur sol, comme un enfant qui ajoute des garnitures à sa coupe glacée. En effet, ces colonies étaient toujours occupées à collecter de la nourriture et des matériaux de construction pour faire face à l'augmentation constante de leur population. Mais qui a le temps de s'occuper des déchets et des ordures? À l'époque, ce n'était pas vraiment une priorité sur leur liste de tâches. Ainsi, lorsqu'il s'agissait de construire de nouvelles maisons, les civilisations anciennes économisaient leur sueur et leurs larmes, en empilant les décombres et en construisant directement dessus. Mais ce n'est pas tout. De temps en temps, les rivières entrent en crue et déposent une couche de sédiments sur le sol des villes. Cela a pour effet d'encapsuler encore davantage ces anciennes constructions. Et dans les régions sèches, comme le désert, où le vent aime à montrer ses mouvements de danse de sable et de poussière, tu peux parier que c'était une lutte constante pour garder les établissements propres. Un exemple hilarant est celui du Sphinx, dont la tête était enfouie dans le sable jusqu'à ce qu'un groupe d'archéologues le mette au jour en 1917. Certaines villes anciennes ont fini par être recouvertes parce qu'elles étaient complètement abandonnées. Avec moins d'activité humaine pour contrôler leur expansion, les graines de plantes n'ont pas pu résister à l'opportunité et ont germé un peu partout. Elles ont absorbé le dioxyde de carbone de l'air et se sont développées, ajoutant de plus en plus de volume au sol. Scieuses racines effrontées ont même décidé de stabiliser le sol constitué de matière végétale en décomposition, créant ainsi plusieurs couches de terre. C'est comme si Mère Nature s'était lancée dans un ultime projet de bricolage, avec les plantes comme fidèles auxiliaires. Fouiller dans les secrets des civilisations anciennes, ce n'est pas seulement déterrer un monde perdu, c'est aussi une quête épique pour révéler les trésors cachés sous les couches de l'histoire. Mais comment les archéologues savent-ils d'abord où creuser? Si tout est recouvert de multiples couches de sédiments, de débris et de racines de plantes, ils doivent avoir une sorte de système auquel ils se fient avant de se lancer dans un nouveau projet, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce ne sont pas toujours eux qui suggèrent des fouilles archéologiques à tel ou tel endroit. Je m'explique. Supposons que tu sois un entrepreneur et que tu souhaites construire un nouveau complexe d'appartements luxueux dans ta ville. Cependant, certaines législations locales imposent des exigences avant que ton projet ne puisse démarrer. Par exemple, avant de commencer à construire sur un terrain, il peut être nécessaire de faire appel à des spécialistes pour vérifier le sol. Scieuses personnes intelligentes peuvent être des archéologues, des géologues ou des paléontologues, et elles doivent garder un œil sur le processus en phase de développement. En cas de découverte d'artefacts ou d'écofacts, termes savants pour désigner des vestiges organiques, ces experts interviennent pour les fouiller et les étudier. Mais qu'en est-il des sites qui n'ont rien à voir avec les bulldozers et les chapeaux jaunes? Les archéologues ont plus d'un tour dans leur sac lorsqu'il s'agit de localiser les points chauds de l'Antiquité. Ils plongent dans les archives historiques et font un travail de détective. En recherchant de vieux documents et de vieilles cartes, ils peuvent reconstituer le puzzle de l'activité humaine dans une région donnée. Si un site a déjà été visité, c'est encore mieux. La découverte de traces de fouilles antérieures ou de récits historiques peut donner aux archéologues de nombreuses informations sur les endroits où poursuivre leur chasse au trésor. Avant de commencer à manier leur pelle, les archéologues se livrent à une sorte de balayage visuel. Armés d'un système de quadrillage, ils se promènent sur le site, à l'affût de tout artefact susceptible de se cacher juste sous la couche supérieure de la terre. Qu'il s'agisse d'outils en pierre taillée, de verres historiques ou même d'anciennes décharges, oui, elles ont aussi de la valeur. Ces explorateurs à l'œil vif peuvent repérer des signes d'activité humaine plus rapidement que la plupart des gens. S'ils tombent sur un hamac coquillé, terme savant pour désigner un dépôt d'ordures, ils savent avec certitude que l'homme a jadis habité cet endroit. Les archéologues ne se contentent pas de leur fidèle pelle. Ils disposent d'un arsenal de gadgets pour les aider dans leur recherche de merveilles cachées. Les outils géophysiques sont en quelque sorte leurs armes secrètes. Prenons l'exemple du résistivimètre. Cet appareil astucieux mesure la composante électrique du sol et tout élément ou artefact enfoui. Un mur enterré, par exemple, produira une résistivité différente de celle du sol environnant. Les magnétomètres et les géoradars fonctionnent de la même manière, mettant en évidence les indices potentiels de trésors anciens dans le sol. Et qui pourrait oublier notre vieil ami, le GPS? Il aide les archéologues à cartographier des emplacements précis, comme une carte au trésor high-tech les menant directement à leur pot d'or. Tu souhaites visiter virtuellement certains des sites archéologiques les plus importants du monde? Suis-moi. Au Royaume-Uni, par exemple, tu trouveras cet endroit intéressant appelé Stonehenge. C'est l'un des nombreux Henges répartis dans le pays, mais celui-ci est vraiment exceptionnel. Imagine cela. Des pierres anciennes et massives se dressent fièrement, disposées sous forme d'un anneau à l'extérieur et d'un fer à cheval à l'intérieur, avec quelques pierres plus petites pour faire bonne mesure.
Et devine quoi? Ces pierres étonnantes existent depuis plus de 5000 ans. C'est ce que l'on appelle une longévité à toute épreuve. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon le folklore local, le légendaire magicien Merlin a sorti sa baguette magique et a téléporté ces pierres massives depuis l'Irlande. Apparemment, des géants les avaient assemblées là-bas, mais Merlin a décidé qu'elles seraient bien plus belles à leur nouvel emplacement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement des ruines d'un ancien édifice spirituel romain. Ces structures étonnantes ont été construites par nos ancêtres de l'âge du bronze. Avec leurs outils simples et leur technologie limitée, ils ont réussi à créer ce chef-d'œuvre monumental. Impressionnant, non? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses sur cette région. L'objectif initial de Stonehenge reste encore aujourd'hui un mystère. Certes, il existe de nombreuses théories, mais les scientifiques ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur le sujet. On sait cependant qu'il est parfaitement aligné pour accueillir le lever du soleil lors des solstices d'été et d'hiver. L'ancienne ville de Pompéi est un site archéologique tout aussi étonnant. Imagine un peu, le Vésuve, un fauteur de troubles notoires, a décidé de piquer une crise volcanique et a complètement recouvert cette ancienne ville romaine. Il l'a transformée en capsule temporelle, située à l'extérieur de l'actuelle Naples, en Italie. En 1748, une bande d'explorateurs aventureux est tombée sur Pompéi. Ils ont découvert alors un trésor de choses bien conservées. Des rues, des maisons, de la nourriture, probablement un peu périmée, des bijoux clinquants, des sculptures raffinées, des fresques colorées, des objets ménagers de tous les jours, et même des restes humains et animaux. C'était comme une fête archéologique épique. À première vue, Pompéi avait tout pour plaire. Des maisons et des villas de luxe, une immense arène de 20 000 places, de jolies petites boutiques d'artisans, des lieux de rencontre comme des tavernes, sans oublier les endroits coquins comme ces bains luxueux, où l'on pouvait se faire dorloter intensément. Il y a aussi le sanctuaire d'Apollon, où les gens se réunissaient pour leur culte quotidien. Et bien sûr, le cœur animé de la ville, le forum de Pompéi, où tous les gens branchés avaient l'habitude de se retrouver. Et devine quoi? Pompéi est tellement cool qu'elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1977. C'est en quelque sorte le panthéon de l'histoire. Cette liste comprend également de nombreux autres bâtiments et sites célèbres, comme le Taj Mahal en Inde et l'Acropole d'Athènes en Grèce. En novembre 1922, un garçon marchant dans les montagnes désertiques d'Égypte a découvert des marches antiques taillées dans la roche. Par la suite, cette découverte est devenue l'une des plus grandes et des plus importantes découvertes archéologiques au monde. Cette marche faisait partie du tombeau intact de Toutankhamon. Les archéologues ont trouvé environ 5000 objets anciens, dont des bijoux, des tissus, des vases peints et des masques funéraires. Tu as probablement vu l'un d'entre eux. Il est devenu l'un des attributs les plus reconnaissables de l'Égypte ancienne. Plus de 100 ans se sont écoulés depuis. Aujourd'hui, l'humanité s'est enfin rapprochée d'une autre découverte de grande envergure, la tombe de Cléopâtre. Cette reine a été la dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte, qui a siégé sur le trône de 51 à 30 avant notre ère. Il existe de nombreux documents anciens sur Cléopâtre, son règne et sa personnalité hors du commun. Mais jusqu'à présent, personne n'avait découvert les secrets de son décès et de son lieu de sépulture. Kathleen Martinez, archéologue, étudie depuis des décennies les documents anciens et les temples autour d'Alexandrie et a conclu que la tombe de la reine devait se trouver sous la cité antique de Taposiris Magna, Tapusiris Magna, fondée en 280 avant notre ère. Il s'agissait d'une grande ville située sur la côte nord de l'Égypte, où des dizaines de milliers de personnes travaillaient dans le commerce et l'industrie. Et il semble que les suppositions du docteur Martinez se soient révélées exactes. Avec un groupe d'archéologues, elle a découvert un tunnel souterrain secret près d'Alexandrie, d'une longueur d'environ 1300 mètres. Il a été creusé dans la roche sous le temple de Taposiris Magna. Au cours des fouilles, ils ont trouvé de nombreux éléments qui indiquent que la tombe de Cléopâtre se trouve dans les profondeurs du tunnel. Il est également possible qu'elle y soit enterrée avec le commandant romain Marc-Antoine. Selon des documents anciens, Cléopâtre et Marc-Antoine s'aimaient et s'opposaient ensemble au Sénat romain, qui déclarait Antoine traître. Le fait que des catastrophes naturelles se soient produites sur le territoire de Taposiris Magna pendant des milliers d'années peut compliquer les fouilles. Des tremblements de terre et des inondations ont détruit la ville, et peut-être inondé ces tunnels souterrains. Mais les archéologues espèrent peu que l'ancienne tombe est restée intacte, et qu'elle cache de nombreux trésors et documents sur la vie royale de l'Égypte ancienne, sous le règne de la dernière dynastie. Il est possible que les fouilles se déroulent sous l'eau et dans la boue.
Cela demandera beaucoup de temps et de moyens financiers, mais les archéologues sont sûrs que cela en vaut la peine. Quoi qu'il en soit, il est trop tôt pour affirmer que Cléopâtre est réellement enterrée à cet endroit, mais les scientifiques ont trouvé de nombreux objets dans le tunnel qui le confirment, notamment des pots en argile, des dizaines de pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand, ainsi qu'un buste à l'effigie de la reine égyptienne. Cléopâtre reste l'une des personnalités les plus populaires d'Égypte, au même titre que Ramsès III et Toutankhamon. Elle a inspiré de nombreux films, peintures et livres. Mais qu'est-ce qui l'a rendue si populaire? Elle est devenue célèbre pour son inconstance. C'était une souveraine belle et intelligente qui a sorti l'Égypte de la crise et en a fait une puissance prospère. Les textes arabes médiévaux indiquent qu'elle connaissait la chimie, les mathématiques et la philosophie, et qu'elle a peut-être écrit plusieurs ouvrages scientifiques. Elle connaissait plusieurs langues et avait d'excellentes compétences diplomatiques. Par ailleurs, de nombreuses légendes affirment qu'elle était une femme fatale, qui rendait beaucoup d'hommes fous. Cependant, rien ne prouve que sa beauté était incomparable. Hollywood a créé l'image d'un modèle éblouissant en tournant plusieurs films dans lesquels des actrices célèbres interprétaient le rôle de Cléopâtre. L'empereur romain Octave, fils adoptif de Jules César, a quant à lui créé l'image d'une séductrice insidieuse parce qu'il était son ennemi. Bien qu'elle soit née en Égypte, Cléopâtre n'était pas égyptienne. Ses ancêtres étaient des Grecs, dont l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Cependant, le peuple égyptien l'aimait. Elle a appris la langue et a été très sensible aux traditions de ce pays. Elle connaissait bien l'histoire, la mentalité et les coutumes de l'Égypte ancienne. Elle a relevé le niveau de l'économie égyptienne et renforcé le statut de l'Égypte en tant que puissance mondiale. Tout cela a été rendu possible en grande partie grâce à sa ruse et à sa force de persuasion. Elle aimait les représentations théâtrales et les fêtes somptueuses. Elle savait comment surprendre les gens et se donner en spectacle. Mais derrière l'image extérieure d'une amatrice de luxe, se cachait une souveraine intelligente et calculatrice. L'Égypte ancienne était un pays riche et luxueux, et Cléopâtre a tout fait pour accroître sa richesse et renforcer sa position sur la scène internationale. Par exemple, une fois, elle était en conflit avec son frère Ptolémée XIII. Sachant qu'elle ne pourra pas lui résister, la reine a décidé d'attirer Jules César à ses côtés. L'empereur romain est arrivé à Alexandrie, où Cléopâtre voulait le rencontrer. Mais Ptolémée a eu vent de ses projets et a voulu l'empêcher de se rendre auprès de César. Au lieu d'une arrivée riche et bruyante, Cléopâtre décide de passer inaperçue. Elle s'enveloppe dans un tapis ou un sac de lin que les serviteurs de l'empereur transportent dans les appartements privés de César. Cléopâtre sort du tapis et impressionne l'empereur romain par sa beauté et sa détermination. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et deviennent de proches alliés. Quelque temps plus tard, elle impressionne un autre Romain influent à des fins diplomatiques. Elle se rend à la rencontre de Marc-Antoine sur une barge dorée aux voiles pourpres et aux rames d'argent. Cléopâtre est habillée à l'image d'Aphrodite et est assise sous un magnifique dais. Zeus, serviteur, déguisé en Cupidon, souffle dans son éventail et brûle de l'encens. Mais Cléopâtre a créé un tel spectacle pour une raison bien précise. Elle savait qu'Antoine vénérait la mythologie grecque et se considérait comme l'incarnation de Dionysos. Cette femme l'impressionne tellement qu'il finit par l'épouser. Cléopâtre défend sa couronne, renforce son alliance avec Rome et donne 3 enfants à Antoine. En Égypte, ils organisent de grandes fêtes et jouissent de la richesse et du pouvoir. Cependant, la relation d'un haut fonctionnaire avec la reine égyptienne provoque un scandale à Rome. Comme Octave est le principal adversaire d'Antoine dans la lutte pour le pouvoir, il exploite la situation pour ternir la réputation de son concurrent. Il utilise la propagande pour faire de Cléopâtre une séductrice insidieuse aux yeux des citoyens romains. Il accuse Antoine d'avoir succombé à ses charmes. Le Sénat romain soutient Octave et déclare Cléopâtre ennemie. En 33 avant notre ère, ce conflit atteint son apogée lorsque la marine d'Antoine affronte la flotte d'Octave. Ce dernier l'emporte et oblige son ennemi à fuir en Égypte avec Cléopâtre. Selon certaines sources, il se serait réfugié près d'Alexandrie. Poursuivi par les Romains, il se cache dans l'un des palais de Cléopâtre et trouva la mort. Certaines légendes racontent que Cléopâtre était experte en poison. Elle aurait provoqué la morsure d'un serpent venimeux, une vipère ou un cobra égyptien. Selon une autre légende, elle se serait piquée avec une aiguille empoisonnée. Une théorie veut que Cléopâtre ait toujours transporté une ampoule de poison dans sa brosse à cheveux. Lorsqu'elle était coincée, elle imbibait l'aiguille de ce poison et se piquait.
Rien de tout cela n'est certain. Les scientifiques tentent toujours de découvrir la vérité. Peut-être que lorsqu'ils atteindront la tombe de Cléopâtre, le monde obtiendra plus de réponses sur son destin tragique. Elle est considérée comme la dernière souveraine d'Égypte. Après sa mort, Octave pille ses palais et ses temples et retourne à Rome, où il devient le principal empereur. Il gouverne le pays avec succès et en élargit les frontières. Son règne s'est achevé à l'âge de 75 ans. L'histoire du monde aurait été différente si Cléopâtre et Marc-Antoine n'avaient pas perdu cette bataille navale. À propos, saviez-vous qu'il s'est écoulé plus de temps entre le règne de Cléopâtre et le volume de Neil Armstrong sur la Lune qu'entre le règne de la reine égyptienne et la construction de la grande pyramide de Gizeh? Armstrong a posé le pied sur le satellite de la Terre en 1969, soit 2038 ans après la naissance de Cléopâtre. Et la construction de la pyramide a eu lieu en 2560 avant notre ère. Imagine la longueur de l'histoire de l'Égypte ancienne. Cléopâtre est plus proche de nous dans le temps que les pyramides. L'histoire n'est pas seulement gravée dans la pierre, mais ces dessins tracés sur des rochers vieux de 11 millénaires pourraient bien nous mettre en garde contre un avenir inquiétant. Les Mayas et les habitants de Göbekli Tepe ont formulé d'importantes prophéties sur l'humanité. Et ce qui frappe, c'est que, malgré des siècles et des milliers de kilomètres de distance, ils aient employé des symboles similaires. Clarifions un point essentiel. Les anciennes civilisations représentaient souvent leur divinité sous des traits humanoïdes. On retrouve ces figures célestes en Égypte antique, mais aussi dans les cultures précolombiennes des Amériques. Par exemple, les Aztèques vénéraient une divinité majeure qu'ils nommaient Quetzalcoatl. Associé au vent, à Vénus et au soleil, il est parfois représenté dans l'art aztèque affublé d'un petit sac. Fait troublant, une figure ailée très similaire apparaît également dans l'iconographie assyrienne. Il est déjà surprenant que des civilisations n'ayant eu aucun contact direct aient adopté des formes analogues pour figurer leur divinité. Mais qu'elles aient représenté des sacs pratiquement identiques défie toute coïncidence raisonnable. Bien entendu, lorsque nous parlons de sacs, il s'agit de sculptures évoquant des objets dont la forme rappelle celle des sacs modernes. Pas exactement un modèle de haute couture, mais l'idée est là. Certaines théories avancent que cette énigmatique sacoche pourrait être liée au voyage temporel. Nous savons que Göbekli Tepe évoque un cataclysme diluvien ayant anéanti une civilisation ancienne. Pourtant, à son apogée, cette société maîtrisait l'élevage et l'agriculture. Elle connaissait l'usage des semences et les techniques de culture. Selon une théorie, cet élégant accessoire aurait pu servir à transporter des graines. Étant donné que Göbekli Tepe est supposé se situer près du lieu où l'arche de Noé aurait été construite, les habitants de la région pourraient avoir rassemblé des graines à semer dans le nouveau monde après le grand déluge. Étrange, indéniablement, mais tout ce que nous avons abordé l'est également. Alors, poursuivons avec cette idée. Une autre théorie sur la signification de cette sacoche adopte une approche plus simple. Dans plusieurs cultures anciennes, le cercle symbolisait la spiritualité et l'immatérialité, tandis que le carré était souvent associé à la terre et à la matière physique. Ce que nous, humains modernes, percevons comme un sac à main, pouvait donc figurer l'union de la terre et du ciel, des éléments matériels et immatériels de l'existence. Pas une mauvaise hypothèse, dirait-on. Mais qui sommes-nous pour en juger ? Certains, comme Graham Hancock, ne croient pas aux explications précédentes. Selon lui, Göbekli Tepe serait lié aux petits hommes gris et à leurs interactions avec les civilisations anciennes de la Terre. En plein centre de ce site antique se trouve une colonne particulière, le pilier 43 du bâtiment D. À première vue, il semble s'agir d'un calendrier astronomique. Vous distinguez le Scorpion ? Il représente la constellation du même nom. Et cette sphère au centre, elle évoque l'alignement solaire. Nous savons que des civilisations comme celle des Mayas ou des Incas comptèrent de brillants astronomes. Alors, quel est l'intérêt ici ? Il s'avère que les habitants de Göbekli Tepe évoquaient un cataclysme colossal qui aurait anéanti toute forme de vie avant leur époque. Lorsque les astronomes ont reconstitué les angles et positions du pilier 43, ils ont révélé une configuration astrologique remontant à plus de 13 000 ans. La pierre illustre aussi un événement tragique mêlant inondations et pluie de météorites. L'homme, sans tête, il symbolise la fin tragique de l'humanité. Et le serpent surgissant du sol, des vagues gigantesques engloutissant la terre. Il n'y a pas qu'une seule pierre qui raconte cette histoire. Le pilier 56 évoque davantage l'événement du Dryas récent, ou la terreur du ciel comme il était appelé.
On y voit des animaux fuir et des vagues se briser sous l'impact des météorites. Mais attendez, alors que le pilier 43 nous donne la date précise de la dernière catastrophe, le pilier 18 du bâtiment D nous révèle la date du prochain cataclysme possible. L'art figuré sur ce pilier met l'accent sur la constellation du Verseau. Vous avez peut-être entendu parler de l'ère du Verseau ou entendu des théories un peu farfelues sur notre entrée dans cette phase. Vous comprenez où je veux en venir? Göbekli Tepe pourrait nous fournir la date du prochain désastre afin que nous ayons le temps de nous préparer. Ces images pourraient constituer un véritable guide de survie pour l'humanité. Ou pas. Cela semblerait complètement absurde s'il n'y avait pas un élément de preuve. Vérifions les faits. La comète Hanski, découverte en 1786, faisait autrefois partie d'une méga-comète de 160 km de large, composée de glace, de métal et de roches. Elle s'est disloquée, créant un champ de débris. À présent, au lieu d'une seule comète géante, ce sont donc des millions de petites comètes. Lorsque la Terre a traversé ces débris, les habitants de Göbekli Tepe ont assisté à une pluie de météores, tous issus de la constellation du Verseau, comme l'indique le pilier 43. Voici la partie inquiétante. Nous traversons ce même champ de débris chaque année. Si vous regardez cette vidéo en septembre, octobre ou novembre, nous sommes en train de le traverser en ce moment même. Il se pourrait donc que ces débris retombent sur la Terre, répétant ainsi l'histoire. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. La question demeure, comment les habitants de Göbekli Tepe ont-ils eu connaissance d'un événement survenu bien avant leur naissance? En 2019, des fouilles ont été lancées à Karahan Tepe, à environ 65 km de Göbekli Tepe. Cependant, les recherches suggèrent que cet endroit pourrait avoir été occupé encore plus tôt. Göbekli Tepe semble avoir été un lieu de culte ou un observatoire, tandis que Karahan Tepe révèle des signes d'une société organisée. Les fouilles à Karahan Tepe ont mis au jour des artefacts comme des sculptures détaillées, des outils et même d'éventuels vestiges de bâtiments. Cela montre que ces populations n'étaient pas simplement des chasseurs-cueilleurs, mais possédaient une société structurée avec des pratiques spirituelles ou cérémonielles. En 2020, des chercheurs ont découvert plusieurs autres établissements dans la région, suggérant que Göbekli Tepe faisait partie d'une vaste métropole. L'ensemble du site est désormais désigné sous le nom de Taş Tepeler. Le problème, c'est que les mathématiques qui entourent tout cela laissent les scientifiques perplexes. À cette époque, la Terre venait tout juste de sortir de sa dernière ère glaciaire. Les scientifiques pensaient auparavant que les civilisations de l'âge de pierre étaient primitives. Mais de plus en plus de preuves montrent que ce n'était pas le cas. Pour que Göbekli Tepe ait existé avec un tel niveau technologique il y a 12 000 ans, il a dû y avoir une civilisation encore plus ancienne. Ce type de technologie ne surgit pas de nulle part. Et en réalité, nous avons beaucoup d'autres preuves de sociétés avancées. Prenons les Mayas, par exemple. Des découvertes récentes ont montré qu'ils étaient bien plus avancés qu'on ne l'avait d'abord cru. Ils ont construit des villes gigantesques dont les routes pouvaient atteindre 40 mètres de large, bordées de blanc pour guider les voyageurs la nuit. Un exploit que l'on pourrait attendre dans des pays comme le Portugal ou l'Angleterre. Ces routes, parfois surélevées au-dessus des marécages, formaient un réseau de plus de 964 peuplements, ressemblant à une immense toile d'araignée. Un groupe de scientifiques s'intéresse à cette théorie, et ce pourrait être le lien entre toutes les spéculations que nous avons partagées dans cette vidéo. Après tout, des êtres venus du ciel pourraient être descendus sur Terre pour avertir les habitants de Göbekli Tepe de la destruction d'une civilisation encore plus ancienne que la leur. Ou peut-être pas. N'oubliez pas de conserver votre esprit critique en dépit de tout ce que vous entendez sur Internet. En tout état de cause, Göbekli Tepe suscite autant de suspicions que Stonehenge ou les grandes pyramides d'Égypte. Si l'on saupoudre l'équation de petits hommes verts, cela explique en partie comment ces incroyables exploits d'ingénierie ont été réalisés. Mais cela sous-estime aussi les capacités de réflexion de nos ancêtres. Une des caractéristiques principales de l'architecture de Göbekli Tepe sont ses piliers en forme de T. Les plus lourds pèsent 20 tonnes et mesurent environ 6 mètres. Ces piliers ont été parfaitement érigés, sans la moindre égratignure. Certes, c'est difficile à réaliser sans machines modernes, mais peut-être ont-ils trouvé une méthode et y sont-ils parvenus au moyen d'efforts considérables. Au cas où vous ne sauriez pas de quoi on parle, cet homme aurait percé le secret des bâtisseurs de pyramides dans l'Amérique d'aujourd'hui.
Il a mis cette connaissance à profit pour construire son propre château et d'autres structures fascinantes. Il semble que nous devions continuer à creuser pour en apprendre davantage à ce sujet, n'est-ce pas? Les chercheurs ont mis au jour d'anciens artefacts tout près de la sépulture de Toutankhamon. Il s'avère que ce lieu de repos, supposément réservé à l'élite, s'apparente plus à une nécropole commune, abritant une douzaine de cercueils en bois datant d'environ 3600 ans. D'accord, j'ai peut-être un peu exagéré. Ces 11 tombes ne se trouvaient là pas exactement à côté de celles de Toutankhamon, mais relativement proches, aux abords de la ville de Luxor. Les découvertes récentes dans les sépultures égyptiennes apportent de précieuses indications sur la vie quotidienne dans l'Égypte antique, et contre toute attente, il apparaît que les Égyptiens partagèrent de nombreuses similitudes avec nos civilisations modernes. Les femmes arborent ainsi des parures depuis la nuit des temps, et les archéologues ont exhumé un collier d'une remarquable finesse, composé de 30 perles d'améthyste et de 2 perles d'agate, ainsi qu'un pendentif en forme de tête d'hippopotame, probablement très prisé à l'époque. Les chercheurs ont également découvert 2 miroirs en cuivre, l'un doté d'un manche sculpté en forme de lotus, l'autre orné de la déesse Hathor, associée au ciel, à la féminité, à la fertilité et à l'amour. Ces fouilles récentes aux abords du tombeau de Toutankhamon ont révélé une découverte saisissante. Pour la première fois depuis des millénaires, des vestiges du temple funéraire de la reine Hatshepsut ont été mis au jour. Essayez donc de le répéter rapidement 10 fois. Finalement, oubliée. Considérée comme la 2e femme à avoir régné en tant que pharaon, cette souveraine exerça son pouvoir avec courage et sagesse, laissant un héritage aussi durable que la pierre. Son temple, enfoui durant des siècles, constitue désormais une fenêtre précieuse sur une époque marquée par les intrigues et la ferveur spirituelle. Les archéologues ont exhumé plus de 1000 blocs de pierre richement ornés en périphérie du temple funéraire d'Hatshepsut. Peu de femmes réussirent à accéder au trône dans l'Égypte antique. À proximité, une autre tombe a été découverte. Elle appartenait à Djehutimès, intendant du palais de la reine Tétichéri. La reine Hatshepsut semble avoir bien plus de tombes, ou plutôt d'atouts, cachés dans sa manche. Contrairement aux pyramides, ces tombes ont été directement creusées dans la roche, illustrant une approche singulière de la préservation de l'âme dans l'au-delà. Les fouilles ont permis d'exhumer plusieurs objets anciens fascinants. Des jouets en argile, des masques de momies, des scarabées ailés et quelques amulettes. Malheureusement, il est probable que bien d'autres artefacts aient disparu au fil des siècles, car des visiteurs moins scrupuleux que les archéologues ont exploré le site avant eux. Il y a fort à parier que des pillards aient mis la main sur certaines pièces de grande valeur. Pourtant, ils ont laissé derrière eux quelques vestiges intéressants pour les chercheurs, notamment des poteries destinées aux offrandes de pain et de viande, ainsi que des arcs, suggérant un lien entre les propriétaires de ces tombes et l'armée égyptienne. En parlant de protection de l'âme, elle est bien plus essentielle qu'on ne pourrait le croire, surtout lorsqu'on se promène aux abords de Luxor à la recherche de secrets enfouis. Vous n'êtes pas du genre à craindre la malédiction de Toutankhamon, n'est-ce pas? Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à ceux qui l'ont bravé, mais n'allez pas tout prendre au pied de la lettre. Pendant des années, certains égyptologues, en particulier ceux qui prêtaient foi au paranormal, ont été convaincus qu'une malédiction pesait sur les découvertes liées à Toutankhamon. Cette croyance prenait racine dans la mort brutale et inexpliquée de plusieurs membres de l'équipe ayant exhumé son tombeau en 1922. Puisqu'aucune explication scientifique évidente ne justifiait ces décès, il était plus simple de les attribuer à une force surnaturelle et d'éviter de se poser davantage de questions. Or, il semble que cette fameuse malédiction ne soit qu'un mythe. En réalité, ces décès pourraient être liés à l'exposition à des radiations mortelles. Mais d'où provenaient-elles? Après tout, si la radioactivité fut découverte au XIXe siècle, il est difficile d'imaginer que les anciens Égyptiens aient eu accès à du radium pour illuminer le tombeau de Toutankhamon d'une lueur inquiétante. Alors, quelle est la véritable explication? Il se pourrait que des déchets toxiques soient à l'origine de ces morts mystérieuses. Des niveaux élevés de radiation issus de l'uranium et d'autres substances dangereuses auraient été piégés dans le tombeau depuis plus de 3000 ans. D'ailleurs, il se murmure que la chambre funéraire de Toutankhamon contiendrait encore aujourd'hui des taux de radiation si élevés que toute personne y pénétrant risquerait de développer une maladie incurable due à tant d'exposition. Et si cela vous semble exagéré, dites-vous que vous pourriez frôler un niveau de contamination similaire si vous laissez moisir des restes de nourriture au fond de votre frigo pendant un mois. Toutefois, cette radioactivité ne se limite pas au tombeau de Toutankhamon.
La recherche d'artefacts égyptiens est proprement fascinante mais tout aussi périlleuse. De nombreuses tombes de l'Ancien Empire affichent des niveaux de radiation anormalement élevés. Les compteurs Geiger ont détecté des radiations sur 2 sites proches des pyramides de Gizeh, et du radon, un gaz radioactif, a été relevé dans plusieurs tombes souterraines de Saqqara. Il est probable que les bâtisseurs de ces sépultures aient eu conscience de ces toxines. Des avertissements gravés sur les murs mettent en garde contre une mort inévitable pour quiconque ose profaner ces lieux. L'une des inscriptions prévient « Quiconque violera ce tombeau périra d'un mal qu'aucun médecin ne saura comprendre ». D'autres formules évoquant l'interdit causé par des esprits maléfiques ont sans doute renforcé la peur de ces malédictions antiques. Depuis toujours, ces avertissements intriguaient les archéologues. Mais un événement survenu il y a un siècle a ravivé la crainte des malédictions. En 1922, peu après l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, Lord Carnarvon, qui avait financé l'expédition, mourut dans des circonstances mystérieuses, de même que de nombreuses personnes ayant exploré la tombe. Arthur Weigel, un égyptologue britannique présent lors de l'ouverture du tombeau, est d'ailleurs considéré comme l'un des artisans du mythe de la malédiction. Ironie du sort, il mourut prématurément en 1934, alors qu'il n'avait qu'une cinquantaine d'années. Certains avancent que son décès pourrait être lié à une exposition prolongée aux radiations. Sur les 26 personnes présentes lors de l'ouverture, 6 périrent dans les 10 années suivantes. Toutefois, ces disparitions ne sont pas toutes imputables aux rayons X. Les causes variaient: asphyxie, AVC, insuffisance cardiaque, pneumonie et même empoisonnement. Sinistre, n'est-ce pas? Pourtant, un homme semble avoir échappé à cette prétendue malédiction. Howard Carter, l'archéologue qui dirigeait les fouilles. Pour certains, sa survie prouvait que cette légende n'était qu'un mythe. Après sa découverte, Carter publia plusieurs ouvrages avant d'abandonner progressivement l'archéologie pour le commerce d'antiquités destinées aux musées. Toutefois, certains pensent que la malédiction l'a frappé d'une autre manière. Une rumeur persistante le lie à Evelyn, la fille de Lord Carnarvon. On raconte qu'il l'aimait éperdument, mais qu'elle épousa un autre homme. Désespéré, il aurait choisi de rester célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Une autre forme de malédiction, plus subtile, mais tout aussi cruelle. D'autres ont affirmé qu'ils avaient eu une liaison durant son séjour en Égypte, mais que tout s'était terminé avec la mort de son père et son départ définitif du pays. Néanmoins, ces récits manquent de preuves. Evelyn n'avait que 6 ans lorsqu'ils se sont rencontrés, et leur relation est restée cordiale jusqu'à la fin. Présente à ses funérailles, elle faisait partie des rares invités, mais elle a nié toute romance, affirmant qu'ils n'étaient pas si intimes. 1 an après la découverte de la tombe de Toutankhamon, Evelyn épousa le politicien Sir Brograve Beauchamp et eut une fille. Cette même année, Beauchamp visita la sépulture avec ses parents, sous la conduite de Carter. Ce dernier ne se maria jamais, et, hormis ses spéculations posthumes autour d'Evelyn, aucune autre relation amoureuse ne lui fut attribuée. Si la légende de la malédiction ajoute une touche intrigante à son histoire, son tempérament distant vis-à-vis des relations était déjà évident bien avant l'ouverture du tombeau. Carter n'était tout simplement pas quelqu'un de sociable. En 1939, après un long combat contre la maladie, il finit par succomber. Il avait 64 ans, une espérance de vie tout à fait ordinaire au Royaume-Uni à cette époque, si bien que personne ne jugea sa mort suspecte ni ne l'associa à une quelconque malédiction. À son décès, on découvrit que plusieurs artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient en sa possession, dans son appartement londonien. Ceux-ci furent finalement restitués à l'Égypte, événement que certains interprétèrent comme la conclusion de la malédiction. Peut-être que s'il n'avait pas conservé ses souvenirs chez lui, il aurait vécu bien plus longtemps. Quant aux autres décès, ils conservent une part de mystère. La théorie de la malédiction a sans doute été renforcée par des événements troublants survenus lors des fouilles. Carnarvon développa une grave infection après une simple piqûre de moustique. Et au moment de l'ouverture du tombeau, le Caire connut une panne de courant inexplicable suivie d'une tempête de sable. En Angleterre, le chien de Lord Carnarvon, Suzy, s'échappa de la demeure et se mit à aboyer frénétiquement, sans raison apparente, du moins si l'on en croit les témoins. Plus étrange encore, au moment exact où son maître rendit son dernier soupir, l'animal poussa un hurlement avant de s'effondrer, inerte. Peut-être que les radiations n'ont finalement joué aucun rôle, et que les anciens artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient réellement porteurs d'une malédiction. Troublant, n'est-ce pas?